Voici l'essentiel sur la transition du niveau B1 au niveau C1 en français. Ce guide va complètement transformer votre français scolaire en une langue ultra riche, en vous montrant que le vrai blocage, franchement, c'est pas la grammaire, mais plutôt ce manque de mots bien précis pour exprimer vos nuances. Alors, premièrement, on oublie direct les mots passe-partout, d'accord? Il faut enrichir votre vocabulaire avec des termes vraiment ciblés. Par exemple, au lieu du banal « penser », dites plutôt « envisager » ou remplacez un simple « bon » par « pertinent ». Et si vous combinez ça avec des connecteurs logiques, vous savez, des mots comme toutefois ou néanmoins, eh bien c'est littéralement le ciment indispensable pour structurer une vraie pensée d'adulte. Deuxièmement, parlons un peu grammaire, mais promis, sans faire de complexe. L'idée, c'est juste de maîtriser des outils super pratiques comme le subjonctif passé, qui est absolument génial pour exprimer une émotion sur une action qui est déjà terminée. Vous allez aussi devoir dompter la fameuse concordance des temps dans le discours rapporté au passé, histoire de bien aligner vos verbes et d'éviter que la personne qui vous écoute soit complètement perdue chronologiquement. Enfin, le vrai secret du niveau C1, c'est l'art de la nuance. Un locuteur avancé sait choisir le mot parfait. Il sait qu'un petit ajustement, c'est juste modifier, alors que bouleverser annonce un changement radical. Attention aussi aux associations naturelles de mots. En français, on ne fait pas une erreur, non, on commet une faute. Et bien sûr, c'est indispensable d'adapter votre registre en sachant exactement quand il faut dire bouffer, manger ou se restaurer. Jouer avec toutes ces petites subtilités et ce vocabulaire ciblé, c'est vraiment le secret ultime pour vous exprimer avec la prestance et l'élégance naturelle d'un vrai natif. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un mur. Un mur invisible, certes, mais incroyablement frustrant. Ah oui, un mur sur lequel viennent buter presque tous ceux qui apprennent la langue de Molière, en fait. Exactement. Il s'agit de cette fameuse transition souvent douloureuse entre un français que l'on pourrait qualifier de scolaire, celui bien rangé des manuels, Et en français véritablement vivant, utile, persuasif. bref, le français de la vraie vie, quoi. Pour quiconque nous écoute et a déjà ressenti cette sensation désagréable d'être bloqué à un niveau intermédiaire ou de chercher ses mots en pleine réunion, eh bien, cette session est taillée sur mesure. Absolument. Et pour nous guider aujourd'hui, nous avons un matériel source absolument fantastique. On va analyser les concepts clés d'un guide publié par la plateforme French Avenue, très justement intitulé The Architect of Fluency, 50 Keywords for Advanced French. Un titre très prometteur. C'est ça, c'est un document qui ne se contente pas de donner du vocabulaire en fait. Il propose de changer radicalement la donne. Et c'est tout à fait ça. La mission de cette plongée au cœur des mots, c'est vraiment de comprendre une dynamique psychologique et linguistique très spécifique. L'objectif est de décortiquer pourquoi tant d'apprenants stagnent à ce fameux niveau B1 du cadre européen. Ce niveau intermédiaire un peu traître, en fait. Voilà. C'est le niveau où l'on survit très bien au quotidien, mais où l'on manque cruellement de précision dès que l'échange devient, plus complexe. Le but de notre discussion aujourd'hui, c'est de découvrir comment une sélection hyper stratégique d'une 50aine de mots permet d'obtenir une autonomie réelle. Des mots conçus pour propulser vers le niveau C1. Exactement. On parle ici de pouvoir s'exprimer avec la même nuance, la même autorité et la même subtilité que dans sa langue maternelle. C'est un véritable saut qualitatif. Alors, déballons tout ça. Parce qu'il y a une révélation majeure dès les premières pages de ce document, et honnêtement, ça remet beaucoup de choses en perspective. C'est vrai. C'est ce que j'appellerais le mythe de la grammaire. Pendant des années, l'apprenant moyen a tendance à croire que s'il n'arrive pas à exprimer une idée complexe de manière fluide, c'est parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement le subjonctif plus que parfait ou... Ou les accords du participe passé. C'est un classique. Voilà. Or, l'analyse est catégorique ici. Le blocage n'est presque jamais dû à la grammaire. Non, presque jamais. Le véritable coupable de ces silences gênés, c'est simplement le manque de mots précis pour nuancer ses idées et ses opinions. Et c'est un changement de paradigme fondamental dans l'apprentissage. Si on relie ça à une vision plus globale, on observe la différence classique entre la communication de survie et l'expression détaillée. La survie linguistique, oui. La communication de survie, c'est l'art de se débrouiller avec les verbes être, avoir, faire et aller. Et honnêtement, avec ces verbes-là, on peut accomplir beaucoup de choses. C'est vrai, on peut commander un café.
Commander un café, trouver son chemin dans une ville inconnue, ou même expliquer un problème technique de base. Mhm. Mais dès qu'il s'agit d'argumenter, de défendre un projet face à des investisseurs ou de débattre d'un sujet de société sensible, eh bien ces verbes deviennent des outils bien trop rudimentaires. C'est comme si on essayait de... On ne peut pas sculpter les détails d'une statue avec une simple cuillère à soupe. Il faut des scalpels, des outils affûtés. Mais c'est une excellente analogie. On ne va pas tailler du marbre avec une cuillère. Et ça nous amène directement à notre première catégorie d'outils de précision, les verbes d'opinion. Très important. Parce qu'il faut bien se l'avouer, on a tous ce réflexe pavlovien d'utiliser « je pense que » à toutes les sauces. Je pense que oui, je pense que c'est une bonne idée, je pense qu'on devrait changer de stratégie. C'est un réflexe rassurant. Oui, mais comment le matériel aux sources propose-t-il de sortir de cette boucle pour structurer un véritable débat ? L'idée n'est pas de bannir le verbe penser, mais de réaliser qu'il aplatit la pensée. Ah, c'est intéressant ça. Par exemple, face à un vague projet, au lieu de dire « je pense y aller », on introduit le verbe « envisager ». Envisager. Envisager, c'est magnifique. Cela donne immédiatement une notion de considération sérieuse pour une possibilité future. On regarde le visage de la situation, on l'étudie. Ça donne du relief. Ensuite, on a supposé, qui est l'outil parfait pour exprimer une incertitude élégante. Une incertitude élégante, j'aime beaucoup l'expression. Si l'on n'est pas sûr d'un fait, au lieu de dire « je ne sais pas »,« je pense que », on dit « je suppose que ». Les chiffres seront bons. On garde une posture de compétence tout en admettant le doute. Mais attendez, si je suis dans une réunion cruciale et que je suis absolument convaincu de mon idée, supposer ou envisager, c'est beaucoup trop faible, non ? En effet, N'y a-t-il pas un risque de paraître un peu hésitant ? c'est une excellente remarque et cela soulève une question importante sur le choix de l'intensité. Pour une opinion beaucoup plus forte, il faut basculer sur « estimer ». Estimer. Dire « j'estime que cette décision est injuste » ou « j'estime que ce budget est insuffisant », cela porte un poids hiérarchique et intellectuel énorme par rapport à un simple « je pense ». C'est clair. Cela montre à l'interlocuteur qu'un jugement réfléchi a été posé, calculé. Ça pose tout de suite le professionnel. Mais alors, que fait-on quand on n'est pas du tout d'accord? Parce que dans une discussion adulte, pouvoir contredire sans déclencher une guerre diplomatique, c'est vital. Absolument vital. On ne peut pas juste dire « tu as tort ». Exactement. C'est là qu'interviennent des verbes comme « contester ». C'est l'art de s'opposer avec courtoisie. On dit « je conteste ce point de vue » ou « je conteste ces résultats ». C'est tranchant, mais civilisé. Tranchant mais civilisé, c'est tout un art. Et le niveau au-dessus, c'est « remettre en question ». Exprimer le doute critique, c'est l'essence même de l'esprit d'analyse. Par exemple, il faut remettre en question nos habitudes de consommation. J'adore remettre en question. C'est tellement plus profond que de dire « il faut changer les choses ». On sent qu'on attaque les fondations du problème. Tout à fait. Mais les verbes ne font pas tout. On voit bien comment ils posent l'action, mais pour que l'argumentation tienne debout, il faut des piliers solides. Et c'est le rôle des noms abstraits, n'est-ce pas, Evelyne? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point les noms abstraits séparent le locuteur descriptif du locuteur analytique. Ah, comment ça? Prenons un mot brillant comme « l'enjeu ». Un apprenant de niveau intermédiaire dirait probablement « le problème » ou « la chose importante ». Mais l'enjeu, psychologiquement, c'est ce qui est sur la table. Ce qu'on peut gagner ou perdre. Exactement. Ce qui est gagné ou perdu dans une situation. Imaginons un entretien d'embauche. Si on dit « le problème de ce marché, c'est la concurrence », on sonne comme quelqu'un qui subit. Oui, ça fait un peu passif. Mais si on dit « l'enjeu de ce marché, c'est la concurrence », on sonne immédiatement comme un stratège prêt à relever un défi. La différence de perception est immense. Et il y a d'autres exemples frappants dans le guide. La démarche, par exemple. Oui, Au lieu de parler laborieusement de la façon dont on fait les choses, on parle de démarche. C'est la méthode, le cheminement intellectuel. c'est très élégant. Et on a aussi le constat, qui est une manière d'une élégance folle pour introduire une observation ancrée dans la réalité. Commencer une phrase par « le constat est alarmant », ça réveille n'importe quel auditoire endormi. C'est certain. On peut ajouter la tendance, qui indique la direction générale, sans s'engager sur un fait isolé. Et bien sûr, le bénéfice. Le bénéfice, oui. Attention avec ce dernier, le bénéfice ne se limite pas à la sphère financière. Cela englobe le profit moral, matériel ou intellectuel d'une action. En maîtrisant ces noms abstraits, on s'élève au-dessus de la simple description matérielle du monde. On voit bien comment ces noms posent un décor intellectuel. Mais un décor, aussi beau soit-il, ça reste figé.
Il faut que ça bouge. Il faut de l'action. Comment fait-on pour raconter une anecdote qui a du rythme, pour donner vie à un récit, sans utiliser des verbes basiques usuels? C'est un vrai défi de donner du muscle à une histoire lors d'un repas entre amis ou d'une présentation. C'est crucial. Pour qu'un récit soit captivant, il faut du mouvement. On doit remplacer les verbes ternes par des verbes d'envergure. Prenez le début d'une action. D'accord? Au lieu de dire « j'ai commencé à rénover ma maison », dire « j'ai entrepris de rénover ma maison » change tout. Ah oui, c'est beaucoup plus fort. Entreprendre implique un projet difficile, un effort soutenu, une vision. Et quand c'est terminé, on n'a pas seulement fini son projet, on l'a accompli. Accomplir. La notion de triomphe, de fierté face à l'obstacle est littéralement codée dans le mot « accomplir C'est comme passer d'un film en noir et blanc à de la haute définition. Et pour décrire le changement en lui-même, j'ai remarqué l'importance du verbe « évoluer ». ». Un verbe essentiel. C'est tellement subtil. Si je dis « la situation a évolué », j'indique un développement naturel, souvent favorable, sans avoir à utiliser l'expression un peu lourde « ça a changé en bien ». C'est la force de la nuance. Et si ce changement n'est pas juste une évolution douce, mais un bouleversement complet, on sort l'artillerie lourde. Transformer. On ne change pas une entreprise, on la transforme. Voilà. Enfin, pour l'idée de continuité face à l'adversité, le verbe maintenir s'impose. Malgré la crise, nous avons maintenu le cap. Ces verbes d'action forment la véritable colonne vertébrale d'une histoire qui tient la route en captant l'attention de l'auditeur. Alors, on a les actions percutantes, mais comment qualifier tout ça ? Parce qu'on a tous ce tic de langage, on qualifie tout de bon ou de mauvais. Un bon film, une mauvaise idée, un bon repas, un mauvais projet. C'est vrai. Est-ce qu'on ne devrait pas faire nos adieux définitifs à ces deux béquilles ? Absolument. Ces adjectifs basiques sont d'excellentes béquilles pour l'apprenant débutant, mais pour le niveau avancé, ils appauvrissent terriblement la description. D'accord. Prenons pertinent. Face à une idée brillante en réunion, dire c'est une remarque pertinente, c'est valoriser la justesse intellectuelle de l'idée. C'est bien plus flatteur qu'une simple bonne remarque. De même pour adéquat. C'est le mot parfait pour ce qui convient à un contexte spécifique. Par exemple, je ne pense pas que ce ton soit adéquat pour la situation. C'est vrai que ça clôture un débat avec une élégance folle. Et que faire du mot « difficile » ? On passe notre temps à dire que tout est difficile. Le terme à privilégier est complexe. La psychologie derrière ces deux mots est très différente. Ah oui ? Oui, un problème difficile est perçu comme une montagne inenfranchissable, un fardeau. Un problème complexe, en revanche, est perçu comme un puzzle composé de multiples pièces. Ça change l'approche. Cela demande de la réflexion, de l'analyse. C'est une posture beaucoup plus professionnelle. Et au lieu de dire « c'est très, très important », on peut simplement frapper un grand coup avec « essentiel » ou « inévitable » pour ce qui ne peut être esquivé. Exactement. Ces adjectifs n'habillent pas seulement le discours, ils en précisent l'ADN. Mais tout cela m'amène à une réflexion pratique. J'ai de superbes briques de vocabulaire maintenant. Mais si je les empile sans rien pour les lier, mon discours va s'effondrer au premier coup de vent, non ? C'est la métaphore parfaite. Vous décrivez très exactement le rôle des connecteurs logiques. Ils sont le ciment du discours. Le ciment, d'accord. Sans ciment, on a juste une liste de phrases indépendantes qui tombent à plat dès que l'interlocuteur pose une question piège. La capacité à utiliser ces connecteurs est souvent ce qui sépare un simple exécutant d'un véritable leader dans la maîtrise d'une langue étrangère. Alors, quel type de ciment doit-on utiliser ? Parce que « mais » et « donc », ça va 5 minutes. Prenons l'art de la concession. Toutefois, introduit une opposition douce, beaucoup plus nuancée et moins agressive qu'un « mais ». D'accord. Si on veut marquer une concession plus forte, un obstacle réel qu'on a quand même surmonté, on utilise « néanmoins ». Le budget était serré, néanmoins nous avons réussi. Et pour ajouter de l'information, parce que j'adore par ailleurs, c'est l'outil idéal pour ajouter une idée de manière fluide, sans utiliser « et aussi ». C'est un excellent choix. C'est comme si on construisait une tour et qu'on ajoutait un étage supplémentaire avec grâce. Et à l'inverse, si on veut créer une vraie rupture, un contraste net entre deux idées. Pour le contraste net, en revanche, est redoutable. Il crée une démarcation claire. Leurs ventes ont baissé. En revanche, notre chiffre d'affaires a doublé. Ah oui, l'impact est immédiat. Enfin, pour la conclusion logique, la conséquence implacable, on utilise dès lors. Le contrat n'a pas été respecté, dès lors, nous engageons des poursuites. C'est irréfutable. C'est un peu le échec et mat de la conversation argumentée. C'est exactement ça.
C'est fascinant comme un seul petit mot de liaison peut asseoir une autorité. Et cette autorité est d'autant plus vitale dans le monde du travail. C'est pourquoi j'aimerais qu'on aborde le vocabulaire social et professionnel. Bien sûr. Comment se démarque-t-on au bureau avec les bons mots? Prenons l'exemple frappant du verbe collaborer. C'est primordial. Travailler avec, c'est simplement décrire une juxtaposition d'actions. On est dans le même bureau, chacun fait sa tâche. Oui, on est juste à côté. Voilà. Collaborer, c'est une synergie. C'est l'idée de créer ensemble vers un but commun. Utiliser collaborer valorise immédiatement le travail d'équipe. Le choix des mots change complètement la perception de la relation humaine au travail. Et il y a d'autres incontournables. Lesquels, par exemple? Eh bien, négocier plutôt que discuter d'un prix, ou recruter plutôt que trouver quelqu'un. Et j'ai noté un point très spécifique dans les sources sur le mot licencier. Oui, la précision est de rigueur ici. Licencier est le terme correct et professionnel pour le renvoi, notamment économique. Utiliser des expressions familières comme virer ou des termes vagues comme laisser partir dans un cadre formel décrédibilise totalement le locuteur. C'est sûr. À l'inverse, le mot positif par l'excellence pour faire avancer quelqu'un dans sa carrière, c'est promouvoir. C'est une question de crédibilité pure et simple. Mais attention, la langue n'est pas qu'une froide mécanique d'entreprise ou une plaidoirie d'avocat. Heureusement. Déballons tout ça, car c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de convaincre le cerveau, il s'agit de capturer les états d'âme. Tout à fait. Il faut humaniser la langue. On passe un temps infini à apprendre à dire « je suis content » ou « je suis triste ». Mais l'âme humaine est un peu plus complexe que ça, non Ève? Absolument. Réduire ses émotions à content ou triste, c'est se priver d'une richesse incroyable. Prenons l'anxiété. D'accord. Au lieu de dire « je suis un peu mal », le mot « inquiet » cible précisément cette peur diffuse de l'avenir. À l'opposé, pour décrire un calme absolu, une paix intérieure face au stress environnant, « serein » est d'une grande poésie. Serein, oui, c'est un très beau mot. Et que dire de la déception? Le sentiment d'une attente non comblée trouve son expression parfaite avec « déçu ». Exactement. À l'inverse, une énergie débordante face à un projet se manifeste par « enthousiaste ». Mais je dois avouer que mon terme préféré dans toute cette palette émotionnelle, c'est ambivalent. Ah, l'ambivalence. On a tous connu ça. Un collègue qu'on ne porte pas particulièrement dans son cœur vient d'obtenir une promotion. C'est une situation classique. C'est mérité pour l'équipe, on en est conscient, mais personnellement, ça nous agace un peu. On n'est ni juste content, ni juste fâché. On est totalement ambivalent. C'est un excellent exemple du quotidien. La capacité à dire « je suis ambivalent sur ce sujet », c'est la preuve ultime d'une pensée mature. C'est embrasser la complexité des sentiments mixtes, sans tomber dans le piège du noir ou blanc, du manichéisme. Et cette volonté de précision ne s'arrête pas à nos petites émotions internes, elle se retrouve aussi dans la façon dont on mesure le monde extérieur. Comment éviter ce fameux flou artistique quand on parle d'espace, de temps ou de quantité? Les généralisations hâtives affaiblissent considérablement un argumentaire. Pour le temps, des termes précis sont essentiels. Comme quoi? Immédiat remplace avantageusement le très oral tout de suite, donnant un caractère d'urgence professionnelle. D'accord. Plus académique encore, le duo ultérieur et antérieur permet de jongler avec la chronologie avec une aisance remarquable. On discutera de ce détail ultérieurement, où on se réfère à un document antérieur. Ça donne une toute autre dimension à la gestion d'un planning, et pour ce qui est de l'espace ou de la connexion des événements, L'utilisation de proche et lointain définit l'espace physique ou figuré avec élégance. Mais le plus puissant est peut-être simultané. simultané. Pour décrire deux actions qui se déroulent exactement en même temps. Par exemple, un problème informatique qui survient de façon simultanée avec une coupure de courant. Cela évite les lourdes périphrases. C'est d'une limpidité absolue. Et concernant la quantité, faut-il arrêter définitivement de dire beaucoup et un peu? Beaucoup reste utile, mais nombreux est largement préférable pour l'écrit ou le discours formel. De nombreux défis nous attendent. D'accord, c'est plus habillé. Pour la faible quantité, rare ne dit pas seulement qu'il y en a peu, il ajoute une notion précieuse ou inhabituelle. Ensuite, suffisant est le mot clé de l'équilibre. Il marque l'adéquation parfaite entre le besoin et la ressource. À l'inverse, si on veut dénoncer un trop-plein, on a excessif qui porte une vraie charge critique. Et pour prôner la retenue, on utilise modéré. Absolument. Encore une fois, c'est de l'horlogerie suisse appliquée à la langue. Ces nuances ajustent le propos au millimètre près. Ce qui nous amène à une dernière facette cruciale.
Comment gère-t-on l'information elle-même? À l'ère de la surinformation, valider ou invalider un fait est primordial. On ne se contente plus de dire que quelqu'un a dit quelque chose. S'il s'agit d'une nouvelle officielle, on l'annonce. On l'annonce? Pour valider un fait douteux, on le confirme. Et c'est là qu'on trouve une arme redoutable, infirmer. Oh, infirmer, c'est chirurgical ça. Les récentes données viennent infirmer cette théorie. C'est une façon tellement intellectuelle de dire c'est faux. Exactement. Et pour attirer l'attention sur un détail, Oui, on utilise souligner. C'est une magnifique métaphore visuelle adaptée à l'oral. On met un élément en relief. Et si l'on veut juste citer une information en passant sans s'y attarder, on va la mentionner. Avec ces verbes, le locuteur devient un véritable chef d'orchestre du flux d'informations. alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Nous avons parcouru ces différentes thématiques, vu ces mots défiler comme des outils de haute précision capables de structurer un débat, de colorer une histoire, de définir des émotions complexes. Mais comment s'assurer que tout cela ne reste pas lettre morte? La synthèse du conseil final de cette analyse est incontournable. Lire ces mots ou simplement les écouter dans cette discussion ne suffit pas. C'est le piège. L'acquisition d'un vocabulaire de niveau C1 nécessite une intégration active. Le cerveau humain ne retient durablement que ce qu'il utilise de manière significative. Il faut donc contextualiser ces mots de façon volontaire. Concrètement, ça ressemble à quoi? L'idée est d'imaginer des scénarios réels dans son quotidien. Par exemple, anticiper mentalement sa prochaine réunion d'équipe et se forcer à y placer le mot « enjeu » ou le verbe « entreprendre ». D'accord, c'est de la préparation mentale. Ou bien raconter sa journée le soir en utilisant ambivalent ou simultané. C'est par cette pratique ciblée, cette gymnastique cérébrale de tous les jours, que ce saut qualitatif deviendra naturel et permanent. C'est le passage indispensable de la théorie à la pratique, de la palette de couleurs bien rangée à la véritable toile peinte. Et justement, pour clôturer cette réflexion, voici une pensée qui émerge de tout ce que nous venons de décortiquer aujourd'hui, et qui va un peu plus loin. Je vous écoute. On parle d'acquérir ces mots pour mieux structurer sa pensée, pour argumenter plus finement avec les autres. Mais si l'on réfléchit bien, si le simple fait de maîtriser des termes comme ambivalent, enjeu ou inévitable permet de formuler des concepts plus profonds, est-il possible que ce nouveau vocabulaire ne change pas seulement la façon dont on parle la langue? C'est une question profonde. Est-il possible qu'il modifie littéralement la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure? C'est une perspective vertigineuse. N'est-ce pas? En repoussant les frontières de son lexique, avec des mots exigeants, ne repousse-t-on pas en réalité les frontières de sa propre réflexion interne? C'est tout l'enjeu de l'apprentissage. C'est une invitation fascinante pour quiconque nous écoute. Observez, dans les jours qui viennent, comment l'adoption consciente de nouveaux mots pourrait bien changer la clarté, la subtilité et la profondeur du regard porté sur la réalité elle-même. Sur ce, merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des mots avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur. Ce document propose une sélection de 10 mots de vocabulaire français de niveau avancé, avec des définitions approfondies et 3 exemples pour chaque terme. Ouais. Le matériel présente une excellente base pédagogique grâce à des explications limpides, mais nécessite un ajustement éditorial pour maximiser son efficacité. Alors entrons directement dans notre première analyse. Carrément, on y va. La rigueur d'immersion linguistique du document est subitement compromise par des intrusions inattendues de langues étrangères au sein des phrases françaises. C'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai parcouru le texte. Pareil. En fait, la faiblesse ici, c'est que l'objectif de ce type de matériel, c'est de fournir un modèle linguistique irréprochable. Le lecteur de niveau avancé, il vient chercher une immersion totale pour absorber la cadence et la précision de la syntaxe. Ben oui, il veut du français pur, quoi. Exactement. Or, la présence de ces segments non francophones au plein milieu de phrases super bien construites, ça brise complètement la concentration du lecteur. C'est clair. Concrètement, si on regarde le premier exemple du mot « envisager », on bute soudainement sur une longue proposition écrite en caractère chinois. Ouais, et un peu plus loin, pour le mot pertinent, t'as le deuxième exemple qui inclut carrément l'adverbe anglais accurately. Ça crée une vraie dissonance. En lisant ça, on comprend vite que ce sont sûrement les reliquats d'une crise de notes personnelles. L'auteur a dû compiler ses définitions pour lui-même au départ, tu vois, en utilisant sa langue maternelle comme béquille.
Ce qui est une méthode classique et très efficace pour soi-même. Oui, mais le passage d'un document perso à un matériel public, ça exige un changement de posture éditoriale. Garder ces éléments multilingues, ça provoque une confusion sur le public cible, et ça donne un côté pas fini au texte. Et ça a un impact énorme sur la charge cognitive de l'apprenant. Lire un texte niveau C1 ou C2, ça demande au cerveau un effort de maintien du contexte hyper délicat. Les réseaux neuronaux sont paramétrés sur le français à ce moment-là. Voilà, et forcer le lecteur à changer de paradigme linguistique, même juste pour un mot comme « accurately », ça provoque une rupture nette. Le cerveau doit désactiver le mode français, traiter l'anglais, puis se reparamétrer. C'est épuisant. La suggestion, du coup, c'est d'effectuer une révision éditoriale stricte, voire impitoyable, de l'ensemble du corpus pour traduire ou supprimer ces reliquats. Ouais, pour garantir un environnement d'apprentissage centré exclusivement sur le français. Regardons comment faire ça de manière très pragmatique. Dans la section envisagée, il faut remplacer le segment en chinois par son équivalent français. Par exemple, au lieu de la phrase hybride, on pourrait avoir « Le directeur envisage de restructurer tout le département afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses inutiles. » C'est beaucoup mieux. On fait pas que boucher un trou là, on offre une vraie phrase d'exemple robuste. Exactement. Et dans la section pertinent, l'adverbe intrus, accurately, doit être substitué par un terme français adéquat, comme fidèlement, précisément ou exactement. Ce qui donnerait, ce rapport reflète fidèlement la réalité du marché. Ouais. D'ailleurs, le choix de fidèlement, c'est intéressant. Ça traduit pas juste froidement l'idée de précision mathématique de accurately. Ça ajoute une nuance de loyauté envers les données. Ce qui élève vachement le registre de la phrase. C'est ça. En purgeant les mots étrangers, l'auteur a l'opportunité de densifier le vocabulaire. Bon, une fois ce lissage effectué, c'est vrai qu'on recentre l'attention. Mais en regardant de plus près les phrases nettoyées, on tombe sur un autre point. L'homogénéité thématique des mises en situation limite la perception de la polyvalence de chaque terme abordé. Ah ça, c'est une dynamique qu'on observe tout le temps dans la création de matériel avancé. La faiblesse ici ne réside pas du tout dans la qualité de rédaction. Les exemples sont longs, bien articulés. Mais ils gravitent de façon répétitive autour des mêmes sphères. Exactement. Le monde professionnel, institutionnel ou macroéconomique. On a des directeurs, de la rentabilité, des ministres, l'inflation. La sécurité nucléaire même. Ouais, cette surreprésentation du registre corporate ou journalistique, ça empêche le lecteur de s'approprier ces mots dans des contextes plus intimes au quotidien. Surtout pour des mots comme demeurer ou concomitant qui ne présentent que des scénarios ultra formels. Pour concomitant, le document enchaîne l'économie avec les prix de l'énergie et le marketing avec une baisse des ventes. Et pour demeurer, on parle d'un ministre qui refuse de démissionner et d'une enquête policière. Le risque, c'est de formater des apprenants qui vont avoir l'impression de devoir s'exprimer comme des éditorialistes économiques dès qu'ils ouvrent la bouche. C'est hyper frustrant pour un apprenant. Ils finissent par intérioriser que « demeurer » est réservé aux conférences de presse. Or, c'est un mot avec une résonance émotionnelle magnifique dans des contextes personnels. La suggestion pour élever l'utilité de ce texte, c'est donc de structurer intentionnellement les 3 exemples de chaque mot pour qu'ils balayent un spectre de registres différents. On instaure une règle stricte en fait. Un exemple professionnel, un exemple tiré de la vie quotidienne ou des relations, et un exemple plus poétique ou littéraire. C'est de l'ingénierie pédagogique très puissante. En forçant cette variété, l'auteur démontre la flexibilité inhérente des termes. L'apprenant voit le mot « voyager » d'une salle de réunion à une scène de vie conjugale, et là il saisit son essence. Prenons des exemples concrets pour appliquer ça. Pour le mot « concomitant », au lieu d'enchaîner l'économie et le marketing, on pourrait remplacer le deuxième exemple par une situation médicale. Vas-y. Genre, le patient présentait des sueurs froides, concomitantes à une forte fièvre. Ah, c'est excellent ça. On reste dans un niveau avancé, mais on change totalement d'univers lexical. On place le mot dans le corps humain, ça le désacralise. Et pour demeurer, qui est englué dans les crises publiques actuellement, intégrer un exemple relationnel ferait beaucoup de bien. Du style ? Malgré les années de séparation et la distance, leur profonde amitié est demeurée intacte. Superbe. Il y a une profondeur temporelle, une petite mélancolie que demeurer capture beaucoup mieux que le verbe rester. C'est ce niveau de nuance qu'on cherche au niveau C1, C2. Absolument. Cette diversification va vraiment libérer l'apprenant. Mais il reste un frein pour passer à l'utilisation active. L'absence d'indication syntaxique directe freine la capacité du lecteur à réemployer ces termes de manière autonome et correcte. C'est le passage de la compréhension à la production, ça. La faiblesse actuelle, c'est que les explications se concentrent brillamment sur la sémantique et le sens.
L'auteur explique super bien que toutefois est un adverbe de restriction ou que prôner implique de l'enthousiasme. Mais ces explications omettent de modéliser les prépositions ou les constructions grammaticales exactes. C'est le piège classique des verbes français. Totalement. Sans cette info, un apprenant pourrait comprendre envisager, mais faire l'erreur d'écrire envisager à faire au lieu d'envisager de faire. L'obstacle est vraiment d'ordre ergonomique. Le lecteur a la pièce du puzzle, mais pas la forme des encoches pour l'emboîter. Il doit jouer au détective avec les phrases d'exemple. C'est pour ça que la suggestion, c'est d'intégrer, juste après l'explication, une brève mention, construction grammaticale ou colocation fréquente. Ça ancre le mot dans son architecture syntaxique immédiate. C'est un raccourci mental génial. Dans une conversation fluide, le cerveau n'a pas le temps de calculer la préposition, il s'appuie sur des automatismes. Concrètement, pour le verbe envisager, il faudrait ajouter explicitement une formule visuellement distincte. Par exemple, construction, envisager quelque chose, envisager de faire quelque chose. En majuscule le 2, pour que ça marque bien. Exactement. Et pour le verbe susciter, qui n'a pas de préposition complexe, mais qui est exigeant lexicalement, on peut proposer une courte liste des noms les plus fréquemment associés. Des colocations prêtes à l'emploi. Voilà. Susciter souvent avec susciter l'intérêt, susciter la polémique, susciter l'admiration. Ça, ce sont des blocs lexicalisés qui sonnent juste à l'oreille d'un natif. En fournissant ça, l'auteur enseigne des blocs de langage préfabriqués. C'est ce qui donne la vraie fluidité à l'oral. Oui, l'apprenant gagnait de précieuses microsecondes en vitesse d'élocution. Ça décuple la valeur utilitaire du document. On transforme un bondicoot en un vrai manuel de production. Bon, il est temps de récapituler. Cette analyse a mis en lumière un matériel fondamentalement solide, mais qui bénéficiera grandement d'un lissage linguistique. Pour résumer les actions concrètes, d'abord, purger le document des intrusions en anglais et en chinois. Ensuite, diversifier les exemples en remplaçant un scénario sur 3 par une situation du quotidien, au-delà du monde de l'entreprise. Et enfin, ajouter des instructions syntaxiques explicites comme les prépositions requises et les colocations dans les blocs d'explication. Ce sont des ajustements très chirurgicaux qui vont vraiment maximiser l'impact de ces fiches. Nous adressions une invitation chaleureuse à l'auteur pour qu'il soumette la version révisée de son document. On serait ravis d'explorer de nouvelles pistes de perfectionnement lors d'une future discussion. J'ai hâte de lire la V2. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Ce document propose une explication détaillée de la syntaxe et de la grammaire française avancée, abordant le subjonctif passé, la concordance des temps, les connecteurs logiques et la voix passive pour les apprenants visant le niveau C1. L'explication des règles grammaticales manque d'ancrage dans des situations de communication complexes, ce qui limite son utilité pratique pour des locuteurs de niveau C1. Oui, c'est vrai que le décalage saute vraiment aux yeux dès l'analyse des premières pages, en fait. On se trouve face à un texte qui revendique explicitement s'adresser à un public avancé. Des adultes ou des jeunes professionnels ? Ouais, c'est ça, des gens désireux de maîtriser les subtilités de la langue. Mais le matériel d'illustration s'appuie presque exclusivement sur des exemples isolés et étonnamment basiques. Ouais, l'auteur choisit d'illustrer le subjonctif passé avec des phrases du genre « je suis content que tu sois venu ». Exactement, ou de démontrer la concordance des temps avec un simple « il a dit qu'il venait ». Sur le plan purement mécanique de la conjugaison, il n'y a rien à dire, la règle est bien respectée. Oui, la grammaire est juste. Elle est juste, mais la faiblesse majeure ici, c'est l'échelle de la difficulté. À ce stade très avancé de l'apprentissage linguistique, l'enjeu ne réside plus du tout dans la construction de phrases aussi courtes et indépendantes. On a un peu l'impression de lire un manuel d'apprentissage du tricycle qu'on aurait glissé entre les mains de quelqu'un qui s'apprête à piloter un avion de ligne. C'est une excellente image, ouais. L'auteur a probablement voulu isoler la difficulté grammaticale pour la rendre parfaitement visible, tu vois, en cherchant à la purger de tout vocabulaire complexe pour que le lecteur se concentre uniquement sur le verbe. C'est compréhensible d'un point de vue pédagogique initial, mais en procédant ainsi, on ampute la règle de sa véritable fonction communicative. Surtout si on regarde ça sous l'angle de la charge cognitive. Un apprenant de niveau C1 doit précisément entraîner son cerveau à traiter une grammaire complexe au milieu d'un vocabulaire dense. Avec des propositions subordonnées multiples. Voilà, et des concepts abstraits. Si on lui fournit un environnement sémantique de niveau A2 ou B1 pour pratiquer des concepts C1, le jour où il se retrouve dans une véritable situation professionnelle, le transfert de compétences ne s'opère pas. Le cerveau n'a pas été habitué à gérer la complexité simultanée du fond et de la forme, en fait.
Absolument. Donc, pour corriger ce tir, la suggestion serait d'intégrer systématiquement les structures grammaticales étudiées au sein de scénarios discursifs authentiques, continus et exigeants. Des scénarios vraiment en phase avec les besoins professionnels et académiques du public. C'est ça. Concrètement, ça demande d'abandonner définitivement la phrase simple qui exprime une émotion quotidienne. Pour aller puiser dans des extraits de correspondance professionnelle, par exemple, Exact. ou académique, administrative. Si on reprend ce fameux subjonctif passé, au lieu du « je suis content que tu sois venu », l'auteur pourrait proposer au lecteur une phrase telle que « je suis ravi que le comité de direction ait approuvé cette motion, malgré les récentes coupes budgétaires ». Ah oui, l'impact sur l'apprentissage est immédiat, avec un ajustement comme ça. N'est-ce pas? En lisant cela, l'apprenant ne visualise plus une règle abstraite et scolaire. Il voit la structure grammaticale opérer dans son habitat naturel. Les termes comme comité de direction, motion ou coupe budgétaire créent un écosystème réaliste, et surtout exigeant. Le lecteur comprend alors intuitivement que ce subjonctif passé, c'est l'outil rhétorique dont il a besoin pour réagir de manière formelle et appropriée à une décision institutionnelle majeure. Ça change tout. Un thème central qui se dégage de ce matériel semble être cette volonté de simplifier à l'extrême l'environnement de la règle pour ne pas effrayer le lecteur. Et cette tendance est encore plus flagrante lorsqu'on examine la section sur la concordance des temps, oui. Actuellement, le document propose de petites transformations mécaniques sur une demi-ligne, passant du style direct au style indirect. C'est un exercice classique. Très classique, mais qui s'avère totalement inadapté pour démontrer l'endurance linguistique requise à un haut niveau. Parce que la concordance des temps n'existe pas pour régler le problème d'une seule phrase isolée. C'est un outil narratif de longue haleine. Pour que l'explication devienne redoutable d'efficacité, l'auteur devrait démontrer cette concordance à travers un exercice réaliste et prolongé. Tu penses à quel genre d'exercice concrètement ? Prenons le cas d'une synthèse journalistique, ou bien de la rédaction d'un compte-rendu de réunion particulièrement houleuse. D'accord, imaginons un paragraphe entier où un journaliste doit rapporter les propos d'une figure politique ou d'un expert économique. Dans ce type de texte, le rédacteur ne peut absolument pas se contenter d'un seul temps du passé. Il doit constamment naviguer entre différentes temporalités pour hiérarchiser l'information. Le journaliste commence par poser le contexte de la déclaration, au passé composé par exemple. C'est tout à fait ça. Et puis ensuite, il jongle avec l'imparfait pour décrire les actions qui étaient en cours dans le discours du politicien. Il insère le plus que parfait pour évoquer les antécédents historiques mentionnés. Et il utilise le conditionnel pour rapporter des promesses non vérifiées. C'est uniquement dans ce continuum narratif complexe, qui s'étale sur 4 ou 5 phrases consécutives, que la règle prend tout son sens. C'est fascinant, parce que si l'apprenant n'a jamais vu la règle s'appliquer sur un paragraphe entier, il perdra le fil de son repère temporel initial dès la deuxième ligne de son propre rapport professionnel. Exactement. Ça nous amène d'ailleurs à un problème de structure plus large. Oui, la progression du document s'apparente à un catalogue fragmenté de règles indépendantes, au lieu de construire une véritable stratégie globale d'expression. Cette fragmentation au niveau de la phrase, qu'on vient d'évoquer, se retrouve curieusement dans l'architecture même du livre. Si on observe attentivement la table des matières, l'enchaînement des concepts semble dicté par une tradition purement grammaticale. Voire arbitraire d'un point de vue communicatif. C'est ça. Le lecteur étudie minutieusement le subjonctif passé dans un chapitre parfaitement étanche, puis on tourne la page et on passe abruptement à la concordance des temps. Ensuite, le chapitre suivant aborde les connecteurs logiques. Et on termine soudainement sur les mécanismes de la voix passive. Le problème majeur de cette approche, c'est qu'elle traite la langue comme des briques de construction indépendantes, sans jamais fournir le plan de l'édifice. Le lecteur ne perçoit aucun fil conducteur. Il ne comprend pas la manière dont ces différents outils syntaxiques collaborent et interagissent dans la réalité pour servir un but précis. Le document défend très bien l'idée de la justesse grammaticale stricte, attention, mais il laisse le lecteur entièrement seul pour assembler ses pièces de puzzle. L'idéal serait donc de réorganiser l'intégralité du contenu autour d'objectifs fonctionnels et rhétoriques, plutôt que de se fier aveuglément au découpage habituel par mode et par temps. C'est la suggestion clé ici. C'est une restructuration majeure, mais elle métamorphoserait profondément l'utilité du document. Pour opérer ce changement, concrètement, l'auteur pourrait créer de grandes sections basées sur ce que l'orateur cherche à accomplir. Par exemple, un objectif incontournable en milieu professionnel, c'est l'objectivité. Tout à fait. L'auteur pourrait concevoir un chapitre intitulé «
rapporter les faits et prendre de la distance. Au lieu d'y traiter un seul concept grammatical, il regrouperait organiquement plusieurs outils. La concordance des temps, qui permet de rapporter les paroles d'autrui sans se les approprier. Mais aussi les tournures impersonnelles et la voix passive, qui servent précisément à effacer l'acteur pour mettre un événement épineux en valeur. Mais est-ce qu'on ne risque pas, avec cette méthode, de désorienter un lecteur qui est habitué, depuis ses premiers cours de français, à chercher le chapitre sur la voix passive s'il a un doute précis sur la formation du participe passé? C'est une objection tout à fait recevable si on s'adressait à un public de niveau intermédiaire. Mais à un niveau C1, le contrat de lecture évolue radicalement. Il est censé déjà connaître les bases. L'apprenant sait déjà dans les grandes lignes comment conjuguer un verbe au passif. Ce qu'il vient chercher dans ce type de manuel, ce n'est pas la mécanique de base, c'est la stratégie de communication. En regroupant ces outils sous l'étiquette « prendre de la distance », on lui offre une véritable boîte à outils pragmatique. Exactement. S'il doit rédiger un rapport d'incident technique où il faut éviter de blâmer directement une équipe, il ira chercher dans ce chapitre précis. Il comprendra qu'il peut combiner la voix passive et la concordance des temps pour dépersonnaliser son texte avec élégance et professionnalisme. On voit bien comment l'apprenant passe d'une posture passive d'assimilation de règles à une posture active d'ingénierie linguistique. Et on pourrait d'ailleurs appliquer cette logique fonctionnelle à d'autres intentions complexes. Absolument. Imaginons une autre section vitale qui serait nommée « Exprimer la nuance et la concession ». Ah, très bien. Ça regrouperait quoi? L'auteur pourrait y faire le pont entre l'usage maîtrisé du subjonctif passé face à une situation de doute ou de regret et l'emploi très ciblé des connecteurs logiques de concession. Comme bien que, quoique ou en dépit de, oui. Le lecteur réaliserait alors que le subjonctif et ses fameux connecteurs d'opposition appartiennent à la même famille fonctionnelle. Ils servent tous deux à complexifier la pensée. À anticiper la contradiction dans un débat ou une dissertation académique. C'est ça. En structurant le livre par intention, on élève le texte du statut de mémo à celui de guide tactique. Ce qui nous amène directement à notre point suivant. L'approche majoritairement prescriptive occulte l'opportunité d'explorer la flexibilité stylistique et la subtilité sémantique qui définissent la véritable expertise linguistique. Quand on regarde de plus près la section abordant le choix des structures et l'explication des règles elles-mêmes, on touche à une faiblesse d'ordre presque philosophique dans le traitement pédagogique de la grammaire. Et c'est particulièrement frustrant car l'auteur démontre, au détour d'un paragraphe, qu'il est tout à fait capable de cette finesse d'analyse. Son passage concernant l'évolution contemporaine de la règle pour après que est remarquable. Oui, il détaille avec précision le débat entre l'indicatif traditionnel, qui marque la réalité implacable de l'action, et le subjonctif, employé aujourd'hui par analogie avec avant que. C'est une belle démonstration de culture linguistique qui montre que la langue est vivante. Mais curieusement, dès qu'on sort de cette exception bien précise, le reste du document retombe lourdement dans des travers purement prescriptifs. Les connecteurs, les tournures impersonnelles et les modes sont traités comme des équations mathématiques fermées. Une conjonction entraîne obligatoirement un mode spécifique, sans aucune autre discussion possible. Et à un niveau de maîtrise supérieur, dicter que telle conjonction exige tel mode de façon aussi binaire, ça ignore fondamentalement l'intention profonde de celui qui écrit ou qui parle. Le locuteur avancé possède la capacité de manipuler délibérément la langue pour en modifier la portée, le ton ou l'urgence. C'est le cœur du niveau C1 et C2. Si le manuel se contente d'imposer une vision unilatérale de la syntaxe, il retire à l'apprenant le contrôle de son propre discours. La suggestion ici, c'est de mettre systématiquement l'accent sur le pouvoir de décision de l'utilisateur. Pour rendre ce pouvoir effectif, l'auteur doit s'attarder à expliquer de quelle manière le choix entre deux structures syntaxiques, toutes deux parfaitement correctes d'un point de vue grammatical, modifie subtilement le message envoyé au destinataire. Regardons des exemples concrets d'amélioration. Prenons l'impact rhétorique entre la voix passive et une tournure impersonnelle. Le document actuel se contente d'expliquer comment former l'une et l'autre. Oui, mais imaginons qu'on place l'apprenant face à un choix crucial lors de la rédaction d'un email de crise. Il doit annoncer qu'un projet majeur est annulé. S'il choisit la voie passive classique, la décision a été prise de suspendre le projet. Il utilise une structure qui déresponsabilise totalement l'action. L'auteur de l'acte, la direction, est diplomatiquement esquivé, dilué dans le passif. C'est le fameux parapluie institutionnel, oui.
On constate l'annulation, on reconnaît les dégâts potentiels, mais on ne nomme aucun responsable direct, ce qui adoucit la réception du message. Précisément, l'enjeu est politique. À l'inverse, si ce même apprenant choisit d'employer une tournure impersonnelle, il convient de prendre une décision concernant la suspension de ce projet. L'effet psychologique s'inverse du tout au tout. La structure impersonnelle dicte poliment, mais avec une grande fermeté, une marche à suivre. Elle s'impose non pas comme le constat d'un fait révolu, mais comme une directive impérieuse. C'est une injonction managériale qu'on ne peut pas ignorer. La différence entre ces deux phrases n'est donc pas grammaticale, elle est purement stratégique. Et si on n'explique pas ces dynamiques de pouvoir cachées derrière la syntaxe à un locuteur C1, on passe à côté de ce qui fait l'essence même de ce niveau d'apprentissage. Cette notion de pouvoir linguistique et de choix assumé peut s'étendre bien au-delà de la voix passive, notamment dans l'utilisation des modes. N'est pas toujours une contrainte imposée de l'extérieur par un verbe introducteur. C'est aussi un outil sémantique redoutable à la disposition de l'orateur. Tu as un exemple en tête pour illustrer ça dans le manuel ? L'analyse de la locution conjonctive de sorte que offre un terrain de jeu exceptionnel pour illustrer cette flexibilité. Actuellement, l'auteur aborde cette locution beaucoup trop rapidement. Alors qu'elle offre une liberté de manœuvre totale selon l'intention ? Absolument. Il devrait détailler comment un juriste, un chercheur ou un négociateur peut choisir délibérément d'utiliser l'indicatif avec cette locution pour signifier un constat clinique. Si je dis « il a modifié les termes du contrat de sorte que la clause de non-concurrence est nulle » avec l'indicatif. Tu affirmes une conséquence avérée, une réalité objective et incontestable. Le débat est clos. Tandis qu'en basculant sur le subjonctif, on entre dans un tout autre domaine psychologique. Exactement. Si je choisis le subjonctif et que je dis « il a modifié les termes du contrat de sorte que la clause de non-concurrence soit nulle », je bascule instantanément dans la sphère de l'intention et du calcul. je souligne le but recherché, la manigance potentielle, l'objectif secret de la personne, même si le résultat n'est pas encore garanti juridiquement. En révélant ces mécanismes subtils de cause à effet et d'intentionnalité, on apprend vraiment au lecteur à se battre avec les mots. On lui donne les moyens de persuader, d'instiller le doute ou d'affirmer une certitude écrasante. On ne lui enseigne plus simplement à éviter les erreurs, on lui enseigne à écrire avec puissance. En fin de compte, pour récapituler rapidement les grands axes d'amélioration identifiés durant cette analyse, le premier constat est le besoin critique d'ancrer les exemples dans des scénarios de niveau C1. On ne peut plus se contenter de phrases aseptisées ou simplifiées. Il est impératif de plonger ces règles grammaticales complexes dans des contextes professionnels ou académiques denses et exigeants. On a également souligné la nécessité d'une restructuration fonctionnelle guidée par les intentions communicatives. Oui, l'architecture même du manuel gagnerait considérablement à abandonner les catégories grammaticales traditionnelles pour s'organiser autour d'objectifs forts, comme la nécessité d'objectiver un discours ou d'apporter de la nuance dans un débat. Et enfin, l'importance primordiale d'enseigner la nuance stylistique plutôt que la seule prescription dogmatique. Il est crucial de cesser de présenter la grammaire française de haut niveau comme une simple succession d'obligations rigides. Les apprenants doivent impérativement réaliser que la syntaxe est un instrument d'influence. Les actions immédiates à implémenter pour l'auteur sont donc claires. Élever le niveau de vocabulaire et de contexte des phrases d'exemple, regomper les concepts grammaticaux par objectif de prise de parole et détailler comment des choix syntaxiques différents transforment le ton du message. Si l'auteur décide d'appliquer ces changements, d'analyser en profondeur les conséquences émotionnelles ou politiques induites par le choix d'un mode ou d'une voix, alors ce document franchira un cap décisif. Ces évolutions feront passer ce travail du statut de simple mémento de révision à celui d'un véritable manuel de diplomatie et de rhétorique française. C'est une démarche ambitieuse, mais indispensable, qui donnera une profondeur et une utilité remarquables à ces explications. Nous espérons vraiment que ces perspectives ouvriront des pistes solides pour remanier l'approche pédagogique de ce travail déjà très riche à la base. Nous invitons très chaleureusement l'auteur à s'emparer de ces réflexions, à affiner son manuscrit et à nous soumettre la prochaine mouture de ce document pour poursuivre notre discussion. Merci d'avoir partagé vos écrits avec nous. Bonjour à tous, aujourd'hui on analyse très rapidement un extrait du cours de langue Mastering Nuance and Expression in Advanced French, qui guide les apprenants vers le niveau C1 en explorant les collocations et les registres.
Et on va passer direct à l'analyse critique de ce contenu parce que si le matériel de base est solide, il y a quand même des opportunités majeures pour maximiser son impact pédagogique. Absolument. Et pour commencer, l'adaptation des phrases d'exemple pour qu'elles correspondent véritablement au niveau d'exigence intellectuelle d'un élève C1 nécessite une immersion dans des contextes beaucoup plus complexes. C'est exactement le cœur du problème. La faiblesse ici, c'est que bien que le vocabulaire enseigné comme les mots bouleversés, amers ou comblés soit d'un niveau très avancé, les phrases utilisées pour les illustrer restent ancrées dans des structures syntaxiques vraiment basiques. De niveau intermédiaire, quoi, genre B1 ou B2. Voilà, ça crée un vrai décalage. Le texte propose des choses comme « le climat évolue » ou bien « il garde un souvenir amer de cette expérience ». C'est un peu comme mettre un moteur de voiture de course dans une petite citadine, en fait. Ouais, très bonne image. On offre un mot complexe, mais le terrain de jeu sur lequel on demande à l'élève de s'entraîner ressemble encore à ce qu'il faisait l'année précédente. Et ça crée une vraie dissonance. Pour qu'un étudiant s'approprie le C1, il suffit pas de lui donner des mots isolés de ce niveau. Il faut que l'écosystème entier de la phrase respire cette compétence. Totalement. Et la suggestion pour corriger ça, c'est de rehausser drastiquement la sophistication du contexte autour des mots cibles. Il faut utiliser des exemples qui modèlent une grammaire avancée. Avec des sujets plus adultes, plus professionnels. Exactement. Des contextes qui reflètent l'usage réel qu'un locuteur C1 en ferait. Si on prend des exemples concrets, au lieu de dire « le climat évolue », qui est correct mais rudimentaire, On pourrait proposer une phrase comme face à l'urgence environnementale, les mentalités évoluent de manière significative au sein de l'entreprise. ah oui, là ça a du corps. L'étudiant s'imagine direct utiliser ça dans une réunion. Et pour illustrer « bouleverser », le texte original dit « la guerre a bouleversé la région ». Ça fait un peu manuel d'histoire de collège, tu vois. C'est ça. On pourrait plutôt dire « l'adoption de cette nouvelle technologie a totalement bouleversé notre chaîne de production ». C'est beaucoup plus ancré dans le monde contemporain. Ça montre que bouleverser s'applique aussi au paradigme structurel. Et c'est pareil pour les émotions. Pour illustrer « amer », au lieu du très vague « il garde un souvenir amer de cette expérience », on pourrait écrire « l'échec brutal de ces négociations syndicales lui a laissé un goût profondément amer ». En ajoutant l'échec brutal et les négociations syndicales, on donne un modèle robuste. L'apprenant adulte peut enfin se projeter. Et exprimer sa pensée avec la complexité qu'il aurait dans sa langue maternelle. C'est vraiment la clé de l'alignement avec cette audience. C'est clair. Et justement, cette idée de proposer des contextes riches nous amène à notre deuxième point. La fluidité entre les différents concepts lexicaux gagne à être renforcée par un fil conducteur narratif afin d'éviter un effet de catalogue. Ah, le fameux effet catalogue. C'est une faiblesse structurelle énorme ici. Actuellement, le texte saute d'un concept à l'autre sans aucune transition. On passe des synonymes de changement aux sentiments complexes, puis soudainement... Aux collocations, comme commettre une faute ou formuler un avis, Ouais, pour finir sur les registres de langue en opposant bouffer à se restaurer. ça donne vraiment l'impression de lire une liste à puces déguisée en paragraphes. Et ça fragilise l'engagement du lecteur. C'est cognitivement épuisant. À chaque paragraphe, l'apprenant doit réinitialiser son imagination. Et la mémorisation globale devient laborieuse. Donc la suggestion ici, c'est de créer des ponts thématiques ou encore mieux d'utiliser un scénario unique qui se développe tout au long de la section. Pour illustrer comment tous ces éléments s'entremêlent dans une vraie situation de communication, Exactement. Un locuteur natif choisit pas de travailler ses collocations à 10h et ses registres de langue à midi. non, tout se passe en même temps. Voilà. Donc pour te donner des exemples concrets, on pourrait introduire un fil rouge dès le début. Disons une réunion d'entreprise particulièrement difficile. Un entretien d'embauche ou une crise de management, ouais. Prenons la réunion de crise. On montre comment, dans cette même réunion, on peut observer un changement. La direction ne veut pas juste modifier le projet, elle veut le bouleverser. Le premier concept est placé, très naturellement. Ensuite, on glisse vers les émotions. Face à ce bouleversement, le manager se sent anxieux, mais le directeur est comblé par cette nouvelle direction. On a intégré les sentiments sans casser l'histoire. Puis, on attaque les collocations, un employé décide de formuler un avis stratégique au lieu de juste donner une idée. Et pour les registres de langue ? L'histoire offre une transition parfaite. On passe de la salle de réunion où on part de capitaux. À la machine à café juste après, où les employés se plaignent que la direction ne pense qu'au fric. C'est ça, on passe du soutenu au familier en changeant simplement de pièce dans notre histoire. On pourrait même finir en disant que le consultant a posé un lapin à tout le monde. Exactement. En reliant tout à un récit, l'étudiant lit une histoire captivante où les mots sont des outils concrets.
Et ça mène d'ailleurs naturellement à la façon dont on conclut ce type d'apprentissage. Et là, la conclusion du cours aura un impact bien plus puissant si elle offre un tremplin d'application active plutôt qu'un simple résumé de clôture. C'est vraiment le point noir de la fin du document. La faiblesse de la section fin du cours, c'est qu'elle est incroyablement passive et générique. L'auteur remercie l'auditeur, rappelle qu'ils ont vu 50 mots et dit un truc du genre « N'hésitez pas à relire vos notes ou essayez de les intégrer ». C'est tellement mou. Pour une audience C1 qui cherche la maîtrise, ces encouragements manquent d'une incitation concrète à manipuler la matière. C'est une formule de politesse de niveau A1 en fait. Voilà, et ça pousse pas l'apprenant avancé à passer immédiatement à l'action. Or, s'il ferme le document là-dessus, la courbe de l'oubli démarre tout de suite. Le cerveau va classer ça comme lu et compris, mais pas du tout comme prêt à l'emploi. Donc la suggestion, c'est de transformer ces derniers mots en un défi pratique et immédiat. Donner une tâche précise qui force l'auditeur à utiliser les nuances avant même de fermer son cahier. Faut créer une friction productive. Défi d'aujourd'hui, prenez un email professionnel que vous venez d'écrire. Et réécrivez-le en remplaçant au moins 3 verbes basiques par des verbes nuancés qu'on a vus. Et intégrez une colocation formelle, comme formuler un avis. C'est génial parce que ça relie le cours direct à la vie de l'apprenant. Il utilise son propre matériel professionnel. Ou alors une autre approche concrète pour les registres, avant de nous quitter, choisissez un sentiment complexe comme nostalgique ou amer. Écrivez la phrase exacte que vous diriez à un ami. Puis celle que vous diriez à votre patron en utilisant les registres adaptés. C'est une vraie gymnastique mentale. Et ça valide l'autorité de l'auteur. Il distribue pas juste du savoir, il exige l'excellence, il pousse à l'action. C'est ce qu'un public CA attend. Ils veulent être bousculés hors de leur zone de confort. Je suis complètement d'accord. Ça nous permet de récapituler les 3 points qu'on a abordés pour vraiment fortifier ce cours. Vas-y, je t'en prie. D'abord, rehausser le niveau syntaxique et contextuel des phrases d'exemple pour correspondre véritablement au niveau C1, en évitant les structures trop basiques. Ensuite, créer un fil narratif continu, comme cette histoire de réunion, pour lier naturellement les nuances, les émotions, les colocations et les registres, sans faire un effet de liste. Et enfin, transformer la conclusion passive en un défi de mise en pratique immédiate, pour forcer la manipulation du vocabulaire. Ce sont des ajustements structurels, mais qui changent complètement l'expérience de l'apprenant. Absolument. Le contenu de base est déjà très riche et on invite d'ailleurs l'auteur à appliquer ses suggestions et à nous soumettre une nouvelle version de ce document ou de futurs cours pour une prochaine analyse détaillée. On a hâte de lire ça. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle session.